Bienvenue dans un nouvel épisode de La vie en Rosen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un besoin humain essentiel. Il s'agit du besoin de se rendre utile à autrui, la transcendance par l'utilité. Alors, ce besoin a été caractérisé par le grand psychologue américain Maslow dans sa fameuse pyramide de hiérarchie des besoins et par le roi du développement personnel, le fameux Tony Robbins, pour ceux qui connaissent, qui est aussi américain et qui a caractérisé ce besoin comme l'un des 6 besoins essentiels de l'homme. Donc, pour en parler aujourd'hui, je reçois DJF Audebert. Bonjour DJF. Bonjour Béatrice, bonjour. Bon, je ne suis pas au niveau de Robbins et Maslow, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Pas loin, pas loin. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes expert en communication et vous êtes auteur de plusieurs livres. D'ailleurs, j'en ai plusieurs là, j'ai bien fait mon travail. Notamment de ce livre-là qui s'appelle « Le quotient d'utilité ». Alors en fait, c'est une méthode, un manuel pour les gens qui auraient envie de redonner un sens à leur vie à travers l'utilité à autrui, au collectif, à travers tous les échelons de la société. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que c'est ça? Oui, bien sûr. Bon, après, il y a de multiples interprétations, mais je pense qu'on est rentré dans une période où on n'a plus le droit de ne pas manifester son utilité. Alors quand je dis plus le droit, évidemment, on a le droit, mais c'est un peu un devoir d'apporter sa pierre à l'édifice sociétal dans lequel on évolue. Et ça ne vous a pas échappé, une pierre à l'édifice qui a tendance un petit peu à se décoller de l'édifice, hein, parce qu'on est plutôt vers une descente que vers une montée. Et je pense que le constat d'aujourd'hui, c'est qu'en fonction de ses compétences, il faut apporter un petit peu sa contribution à ce que l'édifice sociétal se porte mieux. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, une motivation particulière, personnelle, qui vous a fait écrire ce livre? Alors déjà, je l'ai écrit pendant le Covid, à un moment où, il est sorti bien après, mais à un moment où on se mettait, les couturières se mettaient à fabriquer des masques, les usines de plastique se mettaient à fabriquer des caches en plastique pour protéger le visage, afin que les gens ne se contaminent pas. Et toutes ces petites mains, comme ça, sur tout le territoire, en fonction de leurs compétences, ont apporté cette part utile qui a servi aussi, peut-être qui est moins de mort. Je parle aussi évidemment du corps médical, qui s'est montré utile, plus qu'utile tous les jours. Et je pense qu'il y a aussi ce sentiment de fierté qui recèle de la démarche d'utilité. Plus on est utile, plus on devient utile, et plus on se rend fier d'avoir aussi, quelque part, apporté sa contribution. Alors c'est quoi l'utilité? C'est quoi le quotient d'utilité, le QU, à ne pas confondre avec le CUL? Oui, à ne pas confondre du tout, mais bon, on peut être aussi utile dans le QUL. Hein, ah bon, d'accord. Voilà. Bon, ce sera une autre émission sur une autre chaîne. Ça sera effectivement une autre émission. Le QU, c'est donc le quotient d'utilité. C'est une sorte d'indice qui aide à calculer un peu son utilité personnelle dans l'édifice sociétal, à quel point je peux être utile, en fonction de voilà, ce que je disais avant, qui est très important, c'est en fonction de ses compétences propres. C'est-à-dire que je suis dessinateur, je suis graphiste, par exemple, je travaille comme un graphiste, ou je suis médecin, je travaille comme un médecin, mais comme un graphiste, si jamais je veux être utile, c'est la marche au-dessus de ce qu'on n'est pas obligé de faire. Et une fois de temps en temps, je peux faire pour quelqu'un qu'on a besoin, une association, une charte graphique, justement, qui puisse aider les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas cette compétence, et grâce à quoi ça peut leur apporter des dons, quand c'est une association, de multiples choses. Quand c'est un médecin, toute la journée, il se montre utile par rapport aux patients déjà qu'il a, parce que c'est un métier
qui est assez utile, mais si vraiment il veut pousser le quotient d'utilité au maximum, ça peut être sans aucun aspect pécunier, aller manifester son utilité, pourquoi pas à l'étranger, avec des enfants qui n'ont pas les moyens de se payer des soins médicaux, pourquoi pas dans la rue, avec des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des soins médicaux non plus, une fois de temps en temps, apporter d'une manière complètement désintéressée son quotient d'utilité pour la société. Donc le quotient d'utilité, je finis juste par dire que c'est d'abord une prise de conscience, des moyens de se rendre utile avec des idées, et puis une prise de conscience sur cette nécessité que maintenant, il faut arrêter de regarder les trains passer, il faut monter dedans et apporter une petite contribution, une contrepartie à sa présence. Alors justement, il y a beaucoup d'idées dans le livre et ça ne concerne pas seulement le milieu associatif. En fait, vous avez mis une quarantaine d'échelons sur lesquels on peut devenir plus proactif. En fait, c'est ce que vous dites, c'est de recréer un petit peu du lien social, un tissu social avec une forme de solidarité, tisser une toile où chacun apporte sa pierre. Alors, associatif, oui, tisser une toile, oui, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que l'intelligence utile que je décris, c'est une intelligence qui part du cerveau. Donc on est tous les jardiniers de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on développe les branches, ça s'appelle la programmation synaptique. Voilà. Et donc on n'a pas de place pour débrancher, pour développer toutes les branches qui nous intéressent dans notre cerveau. Et notre cerveau se dit tiens, Béatrice Rosen, elle aime la chanson, elle aime la vie en rose, la vie en rosaine, et donc elle va développer, votre cerveau va vous aider à développer la branche qui correspond à vos centres d'intérêt. D'accord ? Et la nuit, il va, comme une fleur qu'on voit ici, la nuit, il va élaguer les branches qui n'ont pas l'air de vous intéresser. Ça s'appelle mon fils apprend ça en ce moment en CM1, c'est la plasticité cérébrale. Voilà. Et donc, le constat est que plus on est utile, et plus on le devient. Plus on pense utile, plus on est utile et plus donc on devient utile. Et donc c'est une sorte de mécanique à adopter comme ça, et une mécanique qui peut s'appliquer dans tous les domaines de notre existence, donc dans l'éducation évidemment, dès le plus jeune âge pour les enfants, vous venez de le dire, parce que si un enfant s'applique à être utile, il a cette notion comme dans les pays nordiques, dans pas mal de pays nordiques, en Finlande ou ailleurs dans l'enseignement, cette espèce de bienveillance comme ça, où l'enfant cherche un petit peu de quelle manière, lui-même, dès qu'il est jeune, il peut apporter cette contribution au bien public, à sa famille d'abord, à ses enfants, à l'État, à l'école, à sa professeure, au lieu de la gifler, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc, il y a d'autres moyens d'apporter cette contribution, justement, en essayant dès le début à se dire, tiens, moi, la petite dame grand-mère qui habite en face, est-ce que je peux pas lui porter les courses ? Est-ce que je peux pas de temps en temps lui dire un petit bonjour, lui faire un dessin et lui apporter pour lui faire plaisir ? Voilà. Et ça, chez l'enfant, si on développe ça au plus jeune, ça évitera quoi ? Ça évitera le harcèlement, ça évitera qu'ils pensent qu'à se battre au lieu de se rendre service et s'aider entre enfants pour celui qui n'est pas compétent ou qui a moins de compétences dans un domaine, qu'il aide celui qui en a le plus dans l'autre domaine et vice-versa. Enfin, ça aide cet esprit de bienveillance à s'installer qui n'est pas du tout présent dans certaines sociétés ou dans certains pays. Je prends l'exemple d'une autre. Oui, absolument. Il y a du boulot. Et justement, dans votre livre, il y a des QCM et vous dites que c'est adapté à faire en famille, c'est familial et donc aux enfants. Donc vous avez écrit ça en partie pour que ce soit une expérience familiale, de changer un petit peu sa façon, son prisme, sa façon d'aborder la vie en se disant pas un petit peu comme Kennedy, qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays ? Exactement. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? Et pour les gens qui m'entourent. Et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, dans mon parcours de vie, pour me rendre utile, pour laisser une trace de mon utilité dans mon parcours de vie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la société de consommation, les 30 glorieuses, ou peut-être les 50 ou 40 glorieuses, qui sont bien loin derrière nous, on pensait à consommer, à prendre tout ce qu'on pouvait, comme dans les buffets
les buffets all-inclusive. On se rappelle du Club Méditerranée où on bouffait tout ce qu'on pouvait sur un buffet, et puis après, à la fin du buffet, tout partait à la poubelle, sans aucun... personne ne pensait à quoi que ce soit. On coupait tout ce qu'on pouvait. Enfin, ça n'a pas changé, malheureusement. Je parle au niveau des arbres et de la nature. Enfin, et on piochait dans tout ce qu'on pouvait, et il n'y avait aucune contrepartie. Je pense que ça, c'est terminé. D'abord parce que les ressources, on a bien compris, on connaît le Ever Shoot Day, le jour de la Terre, hein, le fameux jour de la Terre, où on a épuisé à un certain moment de l'année toutes les ressources de la Terre et qu'il nous reste 6 mois à vivre à crédit. Enfin, ça, c'est plutôt un gimmick pour faire prendre conscience aux gens. Non, c'est pas un gimmick, c'est la vérité. Non, on surconsomme et on gâche énormément. Mais donc, au-delà de la mort, enfin, juste pour faire une petite incursion, au-delà, parce que moi, j'aime pas le côté moralisation, mais je pense que c'est à la base une question d'éducation. On n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Enfin, c'est une façon aussi de voir la vie, et c'est pas une moralisation qui doit forcément venir de l'État. C'est une prise de conscience juste individuelle. Mais c'est complètement une prise de conscience individuelle, mais qui doit être renforcée par toutes les institutions. Parce que si jamais il y a une prise de conscience individuelle, je parle de l'école ou d'autres, et qu'elle n'est pas du tout applicable dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'éducation, comment on fait ? C'est ça le problème. Donc l'État doit être un partenaire important justement de cette prise de conscience. Et quand j'ai rencontré des ministres, je ne dirais pas lesquels, mais qui restent 3 mois ou 5 mois en fonction et qui ensuite... ils font pas redescendre l'information. Oui, on va voir, c'est très intéressant, on va en parler, on va voir de quelle manière, etc. Et puis ils sont déjà partis vers le ministre de l'Agriculture quand ils étaient à l'éducation ou quand ils étaient... Donc il n'y a pas de politique de suivi au niveau étatique. Donc effectivement, la seule solution, c'est quoi ? C'est que les gens, d'abord individuellement, créent ce mouvement de l'utilité collective, et que ça parte d'abord, et vous avez bien raison, de la famille. Donc de la famille, c'est pour ça que je mets devenons plus utiles en tête du livre, en famille, à l'école, au travail, en société. Mais évidemment, j'ai exploré aussi tous les autres domaines de nos vies courantes, c'est-à-dire à peu près une 50aine, qui sont les voyages, qui sont les transports, qui sont tout ce qui concerne nos vies courantes, l'alimentation, etc. Et je montre de quelle manière on peut se montrer plus utile. Je l'ai montré aussi dans une émission de radio que j'ai fait pendant 1 an, avec les meilleurs spécialistes par domaine qu'on traitait pour montrer de quelle manière on pouvait optimiser notre utilité dans chaque domaine. Mais ça se fait avant tout en famille. Donc j'ai créé des tests, pour répondre à votre question de tout à l'heure, j'ai créé des tests qui sont des tests anecdotiques. D'abord à faire soi-même avec différents niveaux, il y a 2-3 tests, mais ça c'est une toute petite partie, c'est 1% du livre. Mais j'ai tenu à créer un test en famille avec 20 questions, un QCM, pour savoir par rapport à l'enfant, quand papa ou quand maman se montre-t-elle la plus utile, quand elle fait ci, ça, ou quand elle fait ça, ci, histoire de faire prendre conscience à l'enfant de cette notion d'utilité dans la société qu'il doit acquérir le plus tôt possible, afin de lui-même l'appliquer dans son parcours. Et j'ai aussi créé, mais ça c'est pas pour l'enfant, une véritable équation autour de l'utilité pour calculer d'une manière mathématique l'utilité d'un pays ou de ses habitants et le quotient d'utilité d'un pays par rapport à un autre. Et quand je reviens au quotient d'utilité, il est applicable dans tous les domaines de nos vies. Et je pense notamment à l'utilité d'un bâtiment public, l'utilité d'une décision régionale, nationale, par rapport à une prise de décision qui concerne tout le monde. Donc est-ce que, par exemple, au niveau local, est-ce qu'il est utile de construire cette bibliothèque à cet endroit plutôt qu'à cet endroit, parce qu'elle sera plus utile à tel endroit qu'à tel autre? Est-ce qu'il est plus utile de mettre une cantine collective qui est faite avec les agriculteurs ou pas, etc. Avec tout le gâchis qu'on a dans notre pays, on le voit en ce moment au niveau budgétaire, il y a vraiment du travail à ce niveau-là. Il faut que ce soit plus utile, plus efficace. En effet, donc vous avez réservé un chapitre pour les hommes politiques dans le... Oui, et aussi pour alors j'y tiens particulièrement. Alors déjà pour les collectivités, donc ça aiderait que les décisions soient prises avec des critères que j'ai établis, qui soient des vrais critères
critères d'utilité pour la société, et non pas par des gens qui, des fois, ont des critères un peu malléables, hein, qui sont liés en fonction de leurs intérêts, qui sont liés à la corruption, qui sont liés à un mauvais jugement, qui sont liés à énormément de choses. Donc comment on peut installer justement des vrais critères d'utilité qui soient des critères qui soient nationaux et compris de tous par rapport à des décisions qui concernent le bien public. Ça, ce serait intéressant, une charte justement basée sur l'utilité et qui soit transparente et à laquelle on pourrait avoir accès sur tous les projets. Exactement, c'est pas du tout difficile à établir. Et c'était voilà. Donc c'est ce que j'aimerais, que cette utilité pour le bien public soit vraiment quelque chose qui soit cadré. Alors tout à l'heure, vous avez dit que c'est en déclin, mais alors déjà en 2021, j'ai un sondage, enfin des statistiques, il y avait un quart des Français qui se déclaraient bénévoles, donc ça fait à peu près 15 millions de personnes de 16 ans ou plus, et donc c'est 15 millions de personnes contre 11 millions en 2015. Donc on dirait quand même qu'il y a une progression du bénévolat. Et selon vous, quels sont... Moi, je trouve que c'est pas mal. J'étais agréablement surprise par ces chiffres. Je trouve que 1 sur 4, c'est déjà pas mal, vu les vies de fous qu'ont les gens, avec leur boulot, leurs enfants, etc. Et à votre avis, quelle est la motivation actuellement des gens à faire du bénévolat ? Alors, bénévolat, volontariat aussi. Non, mais c'est important parce que je viens de participer aux Jeux Olympiques. Oui, on va en parler après. Et aux Jeux Paralympiques, on va en parler après. Mais là, on les appelait les volontaires. C'est des gens qui étaient volontaires et j'étais admiratif, qui venaient de... Donc moi j'avais un poste de député, c'est-à-dire coordinateur sur certains domaines, et j'étais admiratif de les voir venir de toute la France. Abandonner leur travail, abandonner leurs études, abandonner leur retraite, bon là c'était moins compliqué, mais abandonner leur femme des fois ou leur mari, déjà pour prendre un peu d'air des fois, c'était pas mal. J'ai discuté, il y en a beaucoup qui m'ont fait vraiment rire. Oui, ça me fait du bien quand même de pas le voir pendant 3 semaines, voilà. En même temps, je monte à Paris, et donc j'étais volontaire pour vivre une expérience incroyable, mais avant tout pour servir un événement national envers le bien public qui a quand même fait du bien à la France. On avait besoin, et on en avait vraiment besoin, et ce développement du bénévolat aussi, le côté bénévole, il y a un site gouvernemental qui est pas mal fait, je veux aider.gouv, et ce site gouvernemental sert le bien commun et tous les gens qui veulent s'engager dans toutes les associations, en France ou à l'étranger, pour que ça aille mieux. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de gens pour qui c'est une sorte de religion, entre grands guillemets, d'essayer d'apporter un service aux autres, un peu de temps de bénévolat, on le voit avec des grandes associations très connues comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur, etc., mais d'une manière moins caricaturale, parce que ça peut être pris un peu comme caricatural, toutes ces associations, le bénévolat, etc. Il y a une manière aussi de rendre service aux gens, on parlait tout à l'heure de la petite grand-mère qui habite l'immeuble, etc., de monter, lui brancher son ordinateur parce qu'elle ne sait pas s'en servir, et si elle en a un, ou lui montrer un peu comment remplir, et je l'ai fait plein de fois à une petite grand-mère qui habite dans mon immeuble, l'aider à remplir des papiers administratifs parce qu'elle n'arrive pas à le faire toute seule, et puis elle ne comprend pas grand-chose, ou elle comprend, ça lui échappe, et c'est bien normal, et d'apporter un petit peu de temps comme ça pour les gens qui sont, vous avez dit, très occupés, ça se comprend, mais on peut quand même apporter un petit moment de son temps pour que la roue tourne mieux, voilà. Et n'importe quand, en fonction de son temps, à n'importe quel moment de sa vie, on peut le faire. Et justement, on parlait là de numérisation avec les personnes âgées qui ont peut-être plus de mal à s'y mettre. Est-ce que ça n'a pas contribué, tout ce progrès technologique qui finalement était fait à la base pour servir l'être humain, parce qu'on ne fait pas un progrès technologique, la science en fait n'est faite que pour servir la condition humaine. Et est-ce que finalement on n'est pas arrivé au bout du système où finalement ça devient contre-productif de tout numériser, de tout passer à la technologie, parce que finalement ça déshumanise. On voit bien quand on appelle, on ne parle plus à des humains en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une déshumanisation et donc un besoin justement de recréer ce tissu social grâce à l'utilité, entre guillemets, en tout cas à l'entraide, pour compenser cette déshumanisation qui devient vraiment effrayante ?
Je serais tenté de vous dire que malheureusement, on n'en est pas au bout de cette déshumanisation. Et peut-être même qu'au début, c'est un peu dramatique parce que la volonté de beaucoup, c'est de fusionner l'homme et la machine, aussi bien au niveau du corps que du cerveau. Le mouvement transhumaniste. Le mouvement transhumaniste. Et on y vient petit à petit. Et je suis un peu catastrophé sans être justement, sans être moraliste, comme vous disiez tout à l'heure, mais un peu catastrophé de voir, et j'en fais un peu partie, j'ai cette conscience, donc j'essaie d'éviter de voir tous ces enfants, tous ces gens qui sont toute la journée sur les yeux rivés sur leur téléphone portable, y compris dans la rue, y compris quand ils marchent, y compris quand ils boivent, y compris quand ils baisent, y compris quand... Enfin, voilà, des gens qui... on a réussi quand même à nous... Si on nous avait dit ça, vous serez condamnés à passer votre temps à regarder une petite machine dans votre poche que vous sortez et qui est là tout le temps pour vous et que elle dit de votre vie maintenant... Et on aurait dit, mais ça ne va pas, on se laissera jamais avoir par ça. C'est une prison technologique. C'est une prison technologique, c'est une prison virtuelle, c'est une prison psychologique, plus que technologique même, parce que voilà, et elle enferme les gens, et c'est gravissime, parce que on voit qu'on peut être, je l'ai décrit dans un livre que j'ai pas encore publié, mais on a vu ce qui s'est passé avec les responsables du Hamas, c'est le Hezbollah, pardon, au Liban. La manière dont on a réussi à en supprimer pas mal avec des téléphones portables. Des beepers ou des téléphones portables. Il faut quand même savoir que si jamais on monte une onde importante avec un téléphone portable pour le cerveau des gens, on pourrait imaginer qu'on puisse éliminer des gens comme ça qui sont en train de téléphoner pendant qu'ils téléphonent parce qu'ils sont soumis à une onde, on leur balance une onde importante et on peut les éliminer comme ça. Alors est-ce que ça viendra, est-ce que ça viendra pas? Mais ça c'est de la science-fiction. Il y avait d'ailleurs eu une polémique avec Apple parce qu'il y avait eu un de leurs téléphones qui avait justement un seuil trop important. Enfin, bien sûr. Bref, et il y a des téléphones qui peuvent exploser, etc. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je vous rappelle qu'il y a des caméras dans le téléphone. On peut aussi être espionné, on peut être... c'est voilà. 1984 d'Orwell. C'est vraiment, on est tout le temps avec l'écran et... Voilà. Et en ce qui concerne le pouvoir des ondes, on n'est pas assez informé sur le vrai pouvoir des ondes. Bon, on fera une autre émission sur ce sujet. Et quand vous êtes devant votre micro-ondes ce soir en faisant cuire un truc, pensez quand même que le micro-ondes, quand on reste devant, ça peut provoquer des cancers. Alors Didier, je vous dis, pour être, on va avoir tous les fact-checkers sur nos têtes avec ça. Vous m'avez dit de ne pas être consensuel, Béatrice, qu'est-ce que je fais? Non mais d'accord, mais là vous m'emmenez sur un terrain glissant et que j'ai pas bossé pour aujourd'hui. Donc pour revenir à l'utilité, quelque chose qui m'avait vraiment choquée, c'est que les petits frères des pauvres avaient expliqué, et c'était, je pense, pendant la crise sanitaire, qu'il y avait, et donc même pas lié à la crise sanitaire, il y avait en France 500 000 personnes qui sont en situation de mort sociale. Donc, je sais pas, quand j'ai lu cette info, je me la suis prise vraiment comme une claque, parce que en situation de mort sociale, ça veut dire des gens qui ne parlent à personne pendant la journée, qui n'ont aucun interlocuteur sur aucun sujet, et c'est absolument terrible. Et je pense que les gens n'en ont pas assez conscience, donc c'est vraiment bien de prendre l'occasion de votre livre pour parler de ça et pour essayer de recréer un petit peu de l'humanité et du lien social entre les gens, parce que je pense que c'est vraiment urgent. 500 000 personnes dans cette situation, c'est beaucoup. Comment on fait donc pour recréer du lien social en urgence? Alors, je pense que c'est beaucoup plus de 500 000, malheureusement. Je pense qu'il y a des exemples qui sont juste dingues. C'est-à-dire que la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu quand même un reportage sur une dame qui a été retrouvée dans son immeuble en forme squelettique. C'est-à-dire que décomposition avancée. Elle était en forme de squelette. Ça veut dire que depuis 6 mois,
personne n'avait été la voir et qu'elle était en décomposition totale et non pas avancée dans son immeuble parce que personne venait la voir. Justement, ça illustre le niveau de solitude des personnes qui sont dans leur appartement, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de grand-chose et qui ne parlent à personne, à part à leur télévision. Et c'est juste dramatique. Et effectivement, on n'a pas le temps les gens n'ont pas le temps de s'arrêter sur ce genre de choses, même quand ils le savent. Et un des moyens, justement, de créer ce lien social, de recréer ce lien social, c'est notamment d'avoir des visiteurs, des gens, et puis aussi d'avoir des endroits multigénérationnels. Et je pense à des associations comme l'association Colibri, qui met des jeunes étudiants qui viennent habiter chez des personnes âgées, ou tout ce qui est justement associations qui permettent de créer des EHPAD, entre guillemets, multigénérationnels, et on voit la différence entre, ou alors même avec des animaux, c'est-à-dire des animaux de compagnie qui viennent tenir compagnie aux vieilles personnes, aux retraités, enfin pas aux retraités, pardon, excusez-moi, aux personnes âgées, et ça leur redonne un sourire immédiat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu le film que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que le film de Kev Adams sur une maison de retraite, le 1 et le 2. Donc le propos de maison de retraite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des gens qui sont dans une maison de retraite et d'un seul coup, il veut les fusionner avec des orphelins. Et voilà, il y a cette fusion, chacun apporte ses compétences, son savoir, la transmission, et de l'autre côté, les enfants apportent leur naïveté, leur énergie, leur jeunesse, leur capacité d'être joyeux tout le temps, que tu n'as plus quand tu progresses en âge, si tu prends conscience de certaines réalités. Et donc c'est en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait restructurer, et je suis assez d'accord, restructurer la société et recréer du lien intergénérationnel. C'est pas compliqué, Béatrice. Ça devrait même, ça existe en Afrique, ça existe dans tous les pays asiatiques, dans beaucoup de pays asiatiques. Je parle pas des Japonais, les pauvres qui sont dans 2 mètres carrés à Hong Kong ou alors à Tokyo, qui habitent tout seuls dans une espèce de petite pièce qui n'en est pas une. Mais je parle de cet esprit à la base de certaines sociétés où le patriarche, les vieilles personnes, sont accompagnées jusqu'à la mort et où ils font partie de la famille de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que les enfants rentrent de l'école, ils vont voir le vieux papa, le vieille maman, et ça les maintient en vie jusqu'à Mais nos sociétés étaient comme ça avant. C'est justement avec la modernité, le mode de vie a changé, et donc on n'en est plus là. Et donc tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Ah oui, le pauvre. Il y a des gens qui passent au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font les solutions sont là. On parle de solutions utiles que je donne dans le livre. Je traite la vieillesse, je traite la retraite, qui n'est pas une retraite, mais plutôt une conquête. Si jamais on peut... S'il y a quand même des gens qui ne se sont pas montrés utiles pendant toute leur existence, parce qu'ils travaillaient, parce que c'est possible, et puis qui pourraient, à la retraite, justement, pour la dernière partie de leur vie, montrer leur utilité par rapport à la société, ou en tout cas laisser une petite trace et quelque chose dont ils seraient fiers, plutôt que de passer leur temps qu'à partir en croisière avec des panneaux quand on arrive dans un pays qui pollue encore plus, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais apporter une petite contrepartie quand même utile quand on ne l'a pas été dans sa vie. C'est peut-être le moment de le faire. Mais vous parliez des politiques. Est-ce que justement les politiciens, enfin en tout cas l'État, ne profitent pas de tous ces volontaires, de tous ces bénévoles? Parce qu'en fait, j'ai vu un autre chiffre, les 21 millions de participations bénévoles représentent un volume de travail de l'ordre de 587 000 emplois à temps plein. Ça veut dire qu'il y a 587 000 emplois à temps plein qui sont pourvus finalement totalement bénévolement par tous ces gens qui suivent vos principes et effectivement qui essayent de donner de leur temps et de leur énergie. Mais est-ce que justement, il n'y a pas un côté pervers à ça, c'est que l'État en profite, comme pour les Restos du Cœur qui sont maintenant devenus absolument essentiels et vitaux, même au niveau de l'État, parce que sans ça, il faudrait des banques alimentaires beaucoup plus importantes, subventionnées, etc.
l'État profite de tout. De tous ceux qui peuvent être là pour pallier aux carences de l'État. Évidemment que l'État en profite. Quand je vois mais tout le monde en profite. Si jamais on vous propose de venir chez vous et soit de vous faire payer des heures de quelque chose, soit de vous les donner gratuitement, c'est dire bah oui, je vais les prendre gratuitement. Les Jeux Olympiques, s'il n'y avait pas eu 45 000 volontaires qui s'étaient déplacés de toute la France à leurs frais, en se logeant, pour ceux qui venaient de l'étranger, il y en avait beaucoup, ou de toute la France, à leurs frais aussi. Avec aucune aide, rien du tout. Ils étaient remerciés avec l'uniforme petit bonhomme vert et une gourde. Et quand je dis une gourde, c'est pour boire. Et puis deux, trois avantages. Mais ils sont venus quand même parce qu'ils avaient cette nécessité de se rendre utile et aussi de participer à un événement national qui rend fier. Je veux dire, pour chacun avait des motivations différentes. Mais effectivement, il avait fallu que les JO Paris 2024 paye 45 000 volontaires, ça n'aurait pas été la même. Voilà. Donc évidemment, ça fait partie du tissu social très important. Est-ce que c'est pas un petit peu choquant quand on voit les montants qui ont été dépensés pour les cérémonies, pour tel spectacle, etc., que c'était vraiment des dizaines de millions. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était absolument impressionnant. Et à côté de ça, on a profité de la générosité et du temps des gens dont vous parlez. Est-ce que un, c'est choquant, et deux, est-ce que c'est ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience de deputy pendant les JO et les paras? Alors, choquant, après ça dépend à quel niveau on est choqué ou pas. Mais est-ce qu'il aurait fallu récompenser les volontaires qui se sont engagés, certains pour un mois et demi, 2 mois, d'une meilleure façon, et les traiter d'une façon un peu plus adaptée? Je pense. Je ne dis pas qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils avaient aussi le choix, et je le rappelle, de participer ou non. C'est-à-dire que quand on n'est pas payé ou quand on est volontaire, on a le choix. Après, c'est une question de moralité, mais de ne pas venir le lendemain, de dire, bon, écoutez, je me sens mal aimé, comme disait Claude François, et donc demain, je ne serai pas là. Merci, au revoir. Donc, et il y en a plein qui sont partis. Mais il y en a beaucoup plus qui sont restés, parce que ça leur apportait une aventure humaine avant tout, rencontrer d'autres gens, les sortir un peu pour les retraités de leur solitude, les faire participer à un événement, je l'ai dit, dont ils étaient fiers. Et donc ils ont été assez bien traités pour rester, mais on faisait très attention au fait qu'ils aient envie de rester et non pas le fait qu'ils aient tous envie de se barrer. Donc voilà. Mais on aurait pu consacrer, je pense qu'on aurait pu. D'ailleurs, ils en ont pris conscience parce qu'après, ils ont commencé, surtout sur les paras, à les inviter sur des compétitions sportives aussi une fois de temps en temps, à faire différentes choses pour les stimuler. Mais on aurait pu, je pense, un peu mieux les traiter. Mais enfin bon, après, c'est toujours facile à dire. Il faut faire les choses aussi. Et en fait, cette mentalité du give back, moi étant moitié américaine, je sais que c'est quelque chose de très américain. Est-ce que vous pensez que ça va de redonner en fait ce qu'on nous a donné, un petit peu comme dans le film, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, Payer au suivant. C'est un film qui était sorti en 2000 et c'est un petit garçon qui crée une chaîne en fait de solidarité, qui rend un service et qui ne veut pas qu'on le récompense, justement, comme là vous parlez des volontaires, mais qui dit non, rendez-vous un service à quelqu'un d'autre, et en fait en faisant ça, il crée une chaîne de solidarité incroyable. Et est-ce que vous pensez que ça va devenir de plus en plus présent en France? Si c'est accompagné, oui. Parce que les gens n'ont plus tellement ont beaucoup moins le temps, justement, c'est pour ça que j'ai écrit le quotient d'utilité, histoire de montrer le chemin. Celui qui veut se rendre utile, vraiment, il achète le quotient d'utilité, le livre, il aura toutes les réponses. J'ai voulu aussi créer cette intelligence utile parce que il y a les principes de référence en ce qui concerne l'utilité, en ce qui concerne l'intelligence, c'est le quotient intellectuel qui date de 70 ans.
le quotient émotionnel qui a 40 ans d'existence, et je me suis dit, et toutes les problématiques qu'on rencontre, il est temps de créer une nouvelle forme d'intelligence qui est plus adaptée aux problématiques qu'on rencontre justement. C'est pour ça que j'ai créé ce quotient d'utilité. Si on est accompagné dans le fait de montrer le chemin pour pouvoir être utile, je pense qu'on peut, chacun a envie de se... Mais après, est-ce qu'il a le temps d'aller, quand il rentre du travail, après c'est taper ses 8 heures avec la vie familiale, c'est toujours la même etc. problématique. Est-ce qu'il a le temps d'aller se rendre utile ? Sauf si on lui explique que ça peut être 5 minutes, ça peut être, au lieu d'aller boire, admettons, un apéro avec des potes pendant 6 jours par semaine, il peut peut-être y aller 5 jours, et puis il y a un jour où il va faire quelque chose d'utile, s'il est carrossier, admettons, ou s'il est garagiste. Au lieu de réparer des voitures toute la journée en faisant payer les gens, est-ce qu'il n'y a pas une fois dans sa semaine où il peut consacrer 3 heures à réparer la voiture d'un chômeur qui n'a pas de boulot, qui ne peut pas se déplacer parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de transport, et qui, grâce à cette voiture, va pouvoir, cette voiture que son copain lui a réparée gratuitement, va pouvoir retrouver un travail, se rendre à la France Travail, retrouver un travail, et ensuite redonner le sourire à sa famille quand son fils ou sa fille remplit le truc chaque fin de semaine, chaque fin d'année, en mettant au début d'année, qu'est-ce que fait ton père ? Il est chômeur, c'est pas très agréable. Et donc voilà comment on peut créer ce cercle vertueux pour la société. Alors vous avez reçu, donc les politiciens ont beaucoup de chemin à faire, l'État aussi, mais en tout cas vous avez reçu au Sénat cette médaille justement de la Ligue universelle du bien public. Donc il y a quand même une conscience qu'il faut essayer de récompenser les gens. Et au-delà de ça, vous avez participé à pas mal d'actions à but caritatif. Je voulais juste revenir une seconde sur la Ligue universelle du bien public. Ça, voilà. C'est une médaille qui me tient à cœur parce que derrière, il y a marqué gloire aux meilleurs serviteurs de l'humanité. Non pas que je me considère comme le meilleur serviteur de l'humanité. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus utiles que moi dans ce domaine. Ont été récompensés les Cousteau, les Kennedy, chacun a son utilité et au service de la société à son niveau, mais j'en suis assez fier parce que d'abord c'est une ligue internationale universelle du bien public et ça me va très bien, même si j'ai déjà été récompensé par les arts et les lettres, la médaille des arts et les lettres. Ça me va très bien parce que ça correspond exactement à ce que j'ai envie de transmettre en ce moment et à mon combat. Alors je voulais parler aussi du livre dont vous étiez à l'origine et dont les bénéfices sont allés à la Fondation Pompidou, dont j'ai été la marraine avec Brahim Asloum qui était le parrain pendant pas mal d'années. Ouais. Et donc c'est un livre qui s'appelle Souvenir, où 72 personnalités racontent des souvenirs, et en fait c'était pour parler de la mémoire, parce qu'on prend la mémoire pour quelque chose comme argent comptant, et en fait avec la maladie d'Alzheimer dont s'occupe aussi la Fondation Pompidou, on voit que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Donc il y avait ce livre-là, il y a le quotient d'utilité, et donc j'ai aussi votre livre Le Dernier Chômeur. Rien à voir, mais il y a quand même toujours cette notion de penser aux autres, que ce soit dans la fiction, même sur le ton de l'humour, ou dans d'autres formats. Et donc, pour conclure, je voulais juste vous dire et vous demander, donc vous appliquez votre méthode à vous-même, parce que souvent les gens disent aux autres ce qu'il faut faire, mais ne se l'appliquent pas. Et donc vous appliquez votre méthode. Déjà d'avoir passé 2 ans à écrire le quotient d'utilité, je peux vous dire qu'on se lève, on se couche, on mange utile, on pense utile, parce que c'est déjà, quand je vous parlais tout à l'heure de programmation synaptique de l'utilité, on ne pense plus qu'à ça. Et ensuite, votre cerveau vous soumet de toute façon, tout seul, les manières dans une journée, dans un déplacement, de vous rendre utile plus que de vous rendre inutile. Donc, votre cerveau, tout seul, sélectionne les actions utiles par rapport aux actions futiles. Et donc, je passe mon temps à être utile à tous les niveaux de ma vie. J'essaye, en tout cas. Je ne dis pas que c'est un combat gagné d'avance. Je dis juste que déjà la démarche de
vouloir le devenir, c'est déjà une démarche qui n'a pas de prix. Merci vraiment infiniment Didier d'être venu aujourd'hui des JF Audebert. Et je voulais juste préciser que le but de parler de ça, c'était pas du tout d'être moralisateur, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que des gens qui nous disent on en a suffisamment toute la journée dans tous les médias, mais c'était de proposer une idée pour réhumaniser un petit peu la société, parce que je pense qu'il y en a vraiment besoin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission et on se retrouve bientôt dans un autre épisode de La Vie en Rosonne. À bientôt.